Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'une anthropologue, Saba Mahmoud, qui a écrit en 2005 un ouvrage intitulé « Politique de la piété, le féminisme à l'épreuve du renouveau islamique ». Saba Mahmoud est une professeure et une chercheuse en anthropologie qui est née au Pakistan en 1962. Quand elle était jeune, elle a observé dans son pays une redynamisation de l'islam, ce qui a fait que très tôt, elle s'est engagée politiquement dans des luttes féministes et marxistes, car elle considérait d'un mauvais œil ce qu'on a appelé plus tard le renouveau islamique. À l'époque, et c'est en grande partie ce qui a motivé ses recherches, elle ne comprenait pas pourquoi le langage de l'islam parlait autant, attirait autant de monde, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'à l'ère contemporaine, les sociétés aillent irrémédiablement dans le sens d'une sécularisation. Mais ma chère Catherine, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle du renouveau islamique? Il y a maintenant un peu moins de 50 ans, s'est mis en marche une redynamisation de la religion musulmane, la révolution iranienne de 1979, le durcissement de la dictature militaire entre 77 et 88, l'augmentation de la piété religieuse et des pratiques islamiques dans la vie sociale sont autant d'indicateurs de la résurgence de la religion au sein des sociétés du Moyen-Orient. C'est dans ce contexte que Saba Mahmoud a décidé de s'orienter principalement sur l'Égypte elle-même. Ce renouveau de l'islam dans l'État égyptien ne s'est pas tant fait à un niveau politique qu'à un niveau personnel, individuel, au niveau des populations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des motivations politiques, les croyants voulaient mettre en avant une piété et une éthique islamique. Concrètement, ça s'est matérialisé par la prolifération des mosquées dans les villes, par l'augmentation de la pratique religieuse, de la fréquentation des lieux de culte, du port du voile, de la multiplication des médias religieux et d'une littérature islamique religieuse florissante. Au point que pour Mahmoud, on a pu parler d'une islamisation du paysage socio-culturel égyptien. Tout ça fait partie du mouvement plus vaste qu'on appelle la da'awa, c'est-à-dire grossièrement la piété. D'ailleurs Catherine, tu m'avais parlé du rôle particulier qu'avaient eu les femmes dans ce mouvement. Tu peux m'en dire un peu plus ? Justement, dans ce mouvement de piété en Égypte, qu'on a aussi appelé mouvement des mosquées, les femmes ont joué un rôle central et c'est précisément ce qui a intéressé Saba Mahmoud. De nombreuses femmes ont commencé à donner des cours de religion à d'autres femmes musulmanes. Ces enseignantes, qu'on appelle des dayats, se sont mises à enseigner les textes islamiques, les vertus, les dispositions éthiques, les comportements pieux à des femmes musulmanes ordinaires pour que celles-ci puissent accroître leur piété. L'objectif de ces femmes était de faire front contre ce qu'elles ont appelé l'occidentalisation de l'Égypte et plus globalement contre la sécularisation du pays. Les femmes du mouvement des mosquées regrettaient notamment le fait que selon elles, des pratiques islamiques comme le jeûne, le ramadan, les rituels, etc. soient devenues des pratiques folkloriques, des pratiques trop culturelles, abstraites, dépourvues de leur sens originel et profond. En d'autres termes, l'islam n'aurait plus une assez grande influence dans la vie quotidienne des gens. Par exemple, ces femmes critiquaient notamment le fait que le ramadan soit devenu une pratique de jeûne, alors que pour elles, il devait correspondre à une attitude globale de piété, à un mode spécifique d'être qui comprenait effectivement de jeûner, mais aussi de prier, de faire preuve d'ascèse, d'une continence sexuelle, d'une certaine modestie. C'est la même chose pour le voile. Pour les dayats, le voile ne doit pas être considéré comme la perpétuation d'une tradition discursive ou d'un folklore, mais il doit constituer en une pratique de piété un moyen d'acquérir une vertu islamique. Dès lors, l'objectif du mouvement des mosquées était non seulement de réintégrer les pratiques islamiques au premier plan de la vie des croyants, mais aussi de remettre du sens, de la valeur dans ces mêmes pratiques. En d'autres termes, et je reprends les mots de Saba Mahmoud elle-même, l'objectif de ces enseignantes était de cultiver les aptitudes corporelles, les vertus, les habitudes et les désirs susceptibles d'enraciner les principes islamiques dans les pratiques de la vie quotidienne. Ah, merci Catherine. À partir de cette introduction et de cet état des lieux du mouvement des mosquées en Égypte, deux questions s'imposent à nous. Et ces deux questions structurent un petit peu tout l'ouvrage de Saba Mahmoud. Comment peut-on expliquer que des femmes se soient engagées dans des milieux religieux conservateurs, qui a priori pourraient sembler contraires à leurs intérêts, peu propices à leur émancipation? D'autre part, comment étudier le mouvement des mosquées à l'aune des pratiques quotidiennes des croyants? En d'autres termes, en quoi éthique et politique sont-ils liés dans ce cas précis? Pour répondre à ces questions, Saba Mahmoud a effectué son terrain en Égypte entre 1995 et 1997. Elle a réalisé une enquête ethnographique au sein d'un mouvement de mosquées de femmes qui faisait partie plus largement du renouveau islamique au Caire. Pendant ces 2 années, elle a étudié en observation participante 6 mosquées.
au sein desquelles des femmes, des enseignantes, des élèves, aux profils socio-économiques et culturels différents, étaient très engagés. Donc pour résumer, dans cet ouvrage, au lieu de s'intéresser directement à la théologie, au discours religieux en lui-même, Mahmoud s'est intéressé plutôt aux pratiques quotidiennes de piété, concrètes, qui étaient au centre de ce mouvement de la Dawa. En cela, elle s'inspire de l'anthropologue Talal Assa, qui conçoit l'islam comme une tradition discursive qui, au travers des pratiques pédagogiques qui renvoient aux textes fondateurs, le Coran, les hadiths, aux commentaires de ces textes et à la conduite des figures exemplaires, établit un lien conceptuel avec le passé. Pour Assad, comme pour Mahmoud, il est important et même nécessaire de prendre en compte les micro-pratiques, plus que les symboles abstraits ou les valeurs d'un système religieux. Mais au final, pourquoi autant de femmes se sont engagées au sein du mouvement des mosquées? Lorsqu'on constate l'importance qu'ont eu les femmes dans ce mouvement, la première chose qu'on pourrait se demander, c'est comment se fait-il qu'un aussi grand nombre de femmes se soient engagées dans des milieux conservateurs qui faisaient finalement perdurer des pratiques plutôt patriarcales. C'est la question que s'est d'abord posée Sabah Mahmoud, qui s'est très vite aperçue que les réponses données traditionnellement n'étaient pas satisfaisantes. Chère Catherine, tu pourrais nous en dire un peu plus ? Pour Sabah Mahmoud, dans les études de genre, que ce soit en anthropologie, en sociologie, en histoire, on a tendance à trop se concentrer sur les espaces soit de reproduction, soit de résistance de la domination masculine. En d'autres termes, on montre comment les femmes, dans des espaces et des contextes donnés, participent soit à reproduire la norme et donc à faire perdurer le patriarcat, soit à transgresser la norme. Dans ce cas, on dit qu'elles se libèrent d'un pouvoir ou d'une autorité masculine et on insiste sur leur agency, c'est-à-dire sur leur capacité d'action. Or, si on applique ce schéma de reproduction versus transgression aux femmes des mouvements des mosquées, on arrive à deux types d'analyses. Soit les femmes musulmanes s'engageraient volontairement dans ce mouvement conservateur et se soumettraient aux normes patriarcales parce qu'elles auraient intériorisé la domination. Dans ces cas-là, on parle de fausse conscience. Soit elles s'y engageraient parce qu'elles y auraient des intérêts. Elles pourraient y trouver des espaces de valorisation, d'émancipation. Elles pourraient transgresser les normes patriarcales. Or, pour Sabah Mahmoud, cette conception très dichotomique du rapport à la norme, reproduction versus transgression, pose problème pour plusieurs raisons. Selon elle, nous sommes déterminés par un cadre de pensée qui présuppose plusieurs choses. Toute notre tradition intellectuelle repose sur trois idées. La première, c'est que tous les êtres humains éprouveraient un désir inné, naturel pour la liberté. Donc naturellement, on chercherait tous à être libres. La seconde idée, c'est qu'on chercherait tous à affirmer notre autonomie quand c'est possible. Et donc qu'on voudrait s'émanciper des normes sociales contraignantes. Enfin, la troisième et dernière idée, c'est que notre capacité d'agir, notre agency, s'exprimerait surtout dans les actes qui s'opposent aux normes sociales, dans les actes de résistance. Pour elle, ces trois supposés, donc le désir inné de liberté, la recherche d'autonomie et l'agency comme résistance aux normes, font partie intégrante de notre tradition intellectuelle humaniste. On a tendance à considérer ces valeurs comme naturelles, comme innées, comme allant de soi, alors qu'en réalité, elles sont historiquement et culturellement situées. Ainsi, elle considère que le libéralisme comme le féminisme peuvent être normatifs en ce qu'ils portent une certaine conception du sujet, de la liberté, de l'égalité, qui ne peuvent pas simplement être calqués, appliqués dans des contextes où ces idéaux ne font pas sens pour les individus. Donc pour Sabah Mahmoud, qui s'inspire de Michel Foucault, même de Judith Butler, les normes ne s'imposent pas de manière coercitive à l'individu, mais elles constituent l'intériorité même du sujet. Dès lors, l'agency, c'est-à-dire la capacité d'agir des individus, ne réside pas seulement dans le fait de défendre ses propres intérêts contre le poids des coutumes, d'une tradition, d'un obstacle. En d'autres termes, on ne fait pas preuve d'agency seulement quand on résiste aux normes, mais il y a aussi de l'agency lorsque l'on habite les normes. C'est une idée centrale dans l'ouvrage de Sabah Mahmoud. Pour rendre cela un peu plus clair, et comme je suis dans un village français, prenons un exemple français, ce qu'on a appelé la question du voile. Pour expliquer pourquoi des femmes choisissaient de mettre le voile en France, deux explications principales ont dominé le débat public. Soit on disait que les femmes se soumettaient aux normes patriarcales, passivement, sans les remettre en question, soit elles mettaient le voile parce qu'elles y trouvaient un intérêt, bonne raison de le faire, des motifs identitaires, une question sociale, une nécessité économique. Or, une troisième voie, qui est la proposition faite par Sabah Mahmoud, est de comprendre comment ces femmes peuvent s'approprier positivement la norme religieuse, sans la reproduire passivement, ni la transgresser. Pour elle, on peut voir dans le port du voile la capacité de ces femmes à coordonner leurs aspirations intérieures avec leurs pratiques corporelles. Porter le voile, faire preuve de modestie, de pudeur, ce sont des pratiques qui pourraient
sembler aliénantes, mais qui peuvent être appropriées par les femmes, tout simplement dans le but d'accroître leur piété, leur moralité, leur vertu. C'est donc un moyen d'habiter les normes pour acquérir un soi vertueux. Mais chère Catherine, j'ai compris. Ces femmes veulent adopter un mode de vie pieux, mais tu pourrais me parler un peu plus du lien entre ce mode de vie et le politique ? Justement Kevin, le deuxième axe qui traverse l'étude de Saba Mahmoud est le lien qui existe entre l'éthique et le politique dans le mouvement de piété. Pour elle, le mouvement des mosquées et plus largement le renouveau islamique ne sont pas nés d'une volonté identitaire ou politique. En d'autres termes, il ne s'agissait pas de revendiquer une place plus grande de l'islam dans la société égyptienne. Pour elle, le renouveau islamique résulte de l'agrégation des volontés individuelles de mettre la piété islamique au cœur de la vie des gens. C'est donc l'adoption d'un mode de vie éthique par les croyants qui a eu des effets politiques. Pour elle, c'est important de rappeler ce point parce qu'on a un peu trop fait souvent un lien rapide entre le nationalisme et l'islam dans le Moyen-Orient post-colonial. C'est-à-dire qu'on considérait que l'islam et un certain nombre de pratiques islamiques servaient à réactiver une identité nationale et politique. Ça n'est pas complètement faux, mais ça n'est pas systématique non. Par exemple, beaucoup de femmes du mouvement des mosquées critiquaient cette approche nationaliste identitaire parce que selon elles, ça corrompait le sens premier de la religion. Ça rabaissait les pratiques et les rituels islamiques au rang de folklore. On insistait plus sur la dimension culturelle de ces rites plutôt que sur leur sens religieux. En résumé, il s'agit de ne pas rester bloqué sur une analyse des mouvements sociaux en termes identitaires ou politiques. D'ailleurs, c'est une originalité de son ouvrage. Elle veut étudier l'enchevêtrement de l'éthique et du politique à travers l'étude des pratiques quotidiennes des fidèles. Pour cela, elle reprend à son compte la conception foucaldienne de l'éthique, soit une éthique, et je cite, qui repose sur des formes particulières de pratiques discursives et se concrétise à travers divers ensembles de procédures, de techniques et d'exercices qui permettent la formation de sujets éthiques et moraux très spécifiques. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas eu un impact réel politiquement parlant ? Même si ces femmes ne pensent pas nécessairement aux implications politiques que leurs actions vont avoir, cela n'empêche pas que ces actions pieuses puissent avoir des répercussions politiques. Il ne faudrait pas considérer ce mouvement comme apolitique. En effet, cela a suscité de nombreux changements dans la société égyptienne, notamment dans l'adoption de nouveaux styles vestimentaires, au niveau des loisirs, des façons de parler, même des modes de gestion du foyer, de l'économie, des termes du débat public, etc. Suite à cela, il y a eu une double résistance de la part du gouvernement égyptien séculier et des musulmans libéraux. L'État égyptien a reconnu ces changements, mais il a en même temps imposé de nouvelles règles et des lois pour encadrer tout cela. 2 lois ont notamment été mises en place en 1996 pour contrôler l'emprise du religieux dans la vie sociale et politique. D'une part, le gouvernement égyptien a nationalisé 30 000 mosquées et d'autre part, il a instauré une formation obligatoire pour les dayats, délivrée par le ministère des Affaires religieuses. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ouvrage de Mahmoud ? Finalement, l'originalité de l'œuvre de Saba Mahmoud réside moins dans son terrain, dans son enquête ethnographique ou encore dans son sujet d'étude, que dans le cadre qu'elle a mobilisé pour étudier le renouveau islamique. Son ouvrage est devenu une véritable référence en sociologie et en anthropologie, et notamment dans les études qui croisent genre et religion. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle redéfinit l'agency et entend dépasser la dichotomie reproduction versus subversion des normes. Pour elle, on peut tout aussi bien habiter les normes, soit se les approprier dans le cadre d'un projet constructif personnel. Elle prend du recul par rapport à des choses et des valeurs qui nous semblent complètement naturelles, comme une conception libérale du sujet, une certaine conception de l'égalité, de la liberté, et qu'on a tendance à intégrer de manière évidente, de manière inconsciente dans nos travaux. Sortir de ce cadre de pensée libéral séculier, c'est donc avant tout prendre en compte la réalité empirique avant de partir sur le terrain avec un cadre préétabli. Il faut s'intéresser aux motivations individuelles réelles qu'avancent les femmes quand on les interroge, et ne pas raisonner en termes d'implication politique ou féministe. Il faut montrer en quoi et pourquoi leurs choix font sens pour elles et comment elles les appliquent de manière concrète. Un autre point fort de l'ouvrage de Saba Mahmoud réside dans la réflexivité dont elle a fait preuve tout au long de son enquête. Pour elle, il faut savoir dépasser son sentiment de malaise, de répugnance qu'on peut avoir face à des pratiques ou des valeurs qu'on ne partage pas forcément. Elle s'est fait violence pour remettre en cause sa conception du féminisme. Même si elle n'a jamais abandonné ses idéaux féministes, elle est contre l'idée d'imposer une idée, une conception de la liberté, de l'égalité, du sujet qui est normative et qui ne peut pas être appliquée à tous les contextes. Si aux États-Unis, son ouvrage a eu un fort retentissement, en France, ces théories ont été peu discutées. Pour Nadia Marzouki, cela s'explique du fait que la France est dominée par un féminisme séculier, républicain, qui remet peu en cause le sujet universel. Cette conception du féminisme, que Marzouki juge trop ethnocentrée, va de pair avec une animosité de la religion en France. En effet, l'athéisme est vu comme un prérequis à l'émancipation. Par ailleurs, la publication du livre dans les années 2000 tombait dans un contexte particulier. C'est l'époque, entre 2002 et 2005,
où les débats sur le foulard étaient virulents. On restait toujours bloqué à des questions d'émancipation ou des questions d'oppression. C'est-à-dire qu'on présentait toujours le voile comme un système d'oppression religieuse ou d'émancipation de la femme. On présentait systématiquement le voile comme la traduction d'une soumission des femmes ou l'expression d'un désir. Mais on ne mettait pas en avant la piété comme un facteur explicatif. Donc c'est normal, après tout, qu'en France, son livre ait eu un retentissement moindre. Mais l'œuvre de Mahmoud est devenue une référence qui a beaucoup été utilisée par la nouvelle génération de chercheurs.